Vous écoutez le balado du Comité du droit de l'environnement de l'UQAM. Cette semaine, on jase environnement et santé avec la médecin Claudel Pétrin-Desrosiers. Les animatrices de la semaine sont Marianne Lopez et Éléonore Brieux. Après la recherche sur ton background, c'est vraiment impressionnant comment t'es pas juste allé toucher le domaine de la médecine et de la santé, mais aussi avec Force Jeunesse, le domaine, le droit du travail. En tout cas, il y a comme beaucoup d'intersectionnalité dans ton travail. Je voulais juste souligner ça, puis c'est vraiment cool. Euh, donc, tu as terminé ton doctorat en médecine en 2016 et tu as décidé d'entamer une maîtrise en environnement et développement durable en 2020. Oui. Ben, en gros, en fait, j'ai terminé en 2018. Là. J'ai fait de la médecine, ça a pris vraiment longtemps pour différentes raisons. J'ai pris une année sabbatique. J'ai aussi dû refaire une année parce qu'en médecine, quand tu échoues un examen, tu peux pas juste refaire le cours, il faut que tu refasses l'année au complet. Fait que j'ai refait une année au complet à cause de ça. Mais ce qui m'a donné plus de temps pour faire plein d'affaires puis découvrir en fait vraiment. Puis je l'ai. Bon, l'échec, c'est jamais facile à accepter là, au premier abord, mais j'en ai retiré énormément. Puis ça m'a donné le temps de me poser. Moi, je me suis quand j'ai fait ma médecine, je me suis posé beaucoup de questions. Je ne me reconnaissais pas dans le programme. Ce qui m'intéressait n'était pas ce qui était enseigné, surtout dans le très théorique, parce que les 3 premières années, tu n'es pratiquement que dans tes livres. Puis, tu sais, j'avais des collègues qui s'excitaient de parler de récepteurs sur des membranes, puis moi, ça me parlait pas pantoute. Fait que je me suis beaucoup investie dans le monde étudiant, dans le monde associatif, puis il y a un réseau en médecine qui est super intéressant, qui est un réseau international. C'est une fédération qui existe depuis presque 70 ans maintenant, qui regroupe des étudiants en médecine qui sont passionnés par les enjeux sociaux, politiques, mondiaux de la santé. Et j'ai retrouvé là une partie de moi-même, finalement. Fait qu'avoir plus de temps, ça m'a permis vraiment de cristalliser un peu tout ça, puis me dire, ben je peux faire de la médecine, mais aussi ne pas être qu'un médecin qui travaille dans l'hôpital. Et là, j'ai terminé ma résidence en médecine familiale. J'ai choisi d'aller en première ligne. Puis là, je me suis dit, mais j'ai fait beaucoup de choses en environnement, mais il manque des notions de base parce que tout ce que j'ai appris, ça a été comme, je lis une affaire ici et là, ça a été beaucoup de terrain, mais je voulais un peu asseoir ces connaissances-là dans un cadre un peu plus formel. Puis la chance, c'est que j'en ai discuté quand même avec l'université, puis il y a un programme spécial qui permet aux résidents en médecine familiale, qui a un nom un peu prétentieux, je trouve que ça s'appelle le programme de clinicien érudit, mais ce qui en fait libère 1 an pour faire un projet de recherche. Puis moi, je leur ai dit, je veux pas faire de la recherche en tant que telle, mais je veux aller faire une maîtrise en environnement parce que c'est là que je ressens qu'il y a un besoin. Puis en ce moment, au Québec, il n'y a pratiquement pas de médecins de famille ou de médecins qui sont formés en environnement. Il y a des gens qui œuvrent en santé publique, mais je voulais sortir du cadre de la santé et de la médecine puis aller chercher dans un autre domaine complètement. Et reconnaissant le besoin, il y a quand même beaucoup de pression sur les facultés de médecine d'adapter le curriculum, d'intégrer des notions des enjeux environnementaux parce que les étudiants le demandent, mais ils n'ont pas vraiment de grand monde pour répondre à ce besoin-là. Fait que je pense que c'est un peu un investissement pour eux, mais moi, je tripe parce que depuis 1 an, j'apprends plein de choses en environnement. Puis tous les trucs qu'on mentionnait ici et là, bien, finalement, j'ai la chance de vraiment juste prendre le temps de lire des textes puis de réfléchir. Fait que là, je termine c'est une maîtrise en 1 an et quelques mois. Là, donc, je la termine idéalement à fin 2021. Mais je commence à pratiquer en première ligne à l'automne prochain. Fait que c'est un mix de beaux défis. OK. Ah, c'est trop cool. Est-ce que tu milites beaucoup pour faire reconnaître qu'il y a un impact des changements climatiques sur la santé des populations dès maintenant? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu voir concrètement déjà dans le début de ta carrière en travaillant comme médecin résidente? Oui, mais on le voit, tu sais, dans le sens que moi, en fait, le domaine, l'intersection santé-climat est, somme toute, assez récent. Il y a il y a des rapports qui ont commencé à être publiés dans la fin des années 90, mais c'était un peu ici et là. Et ce qui a changé la donne sur la scène internationale, ça a été la publication d'un rapport en 2009 dans une des plus grandes revues médicales au monde. C'est pas la plus grande revue médicale au monde, qui s'appelle The Lancet, qu'on a cité quand même beaucoup avec la crise de la COVID, là. Mais le Lancet a publié une commission qui énonçait que les changements climatiques étaient la plus grande menace à la santé du 21e siècle. Ça, c'était en 2009. Et là, ça
ça a pris un peu tout le monde, pas tout le monde par surprise, mais ils ont mis sur papier de quelle façon les changements allaient s'opérer et ça allait être quoi des impacts sur différents secteurs de la santé, que ce soit la transmission des maladies, un stress sur le système cardiovasculaire, sur les poumons, etc. et sur l'adaptation des systèmes de santé qui n'étaient pas prêts. Et là, en 2015, quelques années plus tard, ils ont été un petit peu plus optimistiques, mais ils ont aussi dit, finalement, les changements climatiques, oui, c'est une menace à la santé et elle est réelle, elle est présente, puis on la sent maintenant. Mais c'est aussi peut-être l'opportunité d'améliorer la santé de tout le monde, puis la plus grande opportunité qu'on a, sachant que les changements climatiques menacent tous les progrès en santé accomplis des 50 dernières années. Et c'est vraiment ces deux jalons-là, ces deux rapports-là qui ont mis le cadre sur la place de la santé dans les discussions climatiques. Puis, en fait, la difficulté, c'est de dire, en santé, on n'est pas formé en environnement. Puis, en environnement, les connaissances de la santé sont très, 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 très minces. C'est la compréhension de qu'est-ce qui définit la santé, qu'est-ce qui crée la santé, ne sont pas souvent acquises. Et donc, on se retrouve avec souvent deux discours en parallèle. Ou même en santé, on est très peu à être conscient ou à être conscientisé. Et dans le monde environnemental aussi. Donc, on a comme un triple, enfin, on a un triple travail. Puis c'est ce qu'on fait. J'ai beaucoup de collègues qui travaillent là-dedans aussi. Là, je ne suis pas toute seule, mais on a un mandat de convaincre les médecins puis les professionnels de la santé qu'il se passe quelque chose, puis que les changements climatiques puis les menaces environnementales ont un impact sur la santé au Québec, au Canada, à travers le monde. On doit aussi convaincre le milieu environnemental parce qu'ils ne sont pas nécessairement au courant. Puis après, il y a le public. Et ça, moi, j'ai quand même donné beaucoup d'entrevues dans les dernières années, puis je répète tout le temps la même chose. À un point que ma grand-mère, elle m'a déjà dit, mais Claudel, elle dit toujours la même chose dans ses entrevues. J'avais trouvé ça vraiment cute, puis ma mère était comme, oui, mais en même temps, c'est sûr que si tu l'écoutes tout le temps, tu vas entendre tout le temps la même chose, mais c'est pas tout le monde qui l'écoute tout le temps, tu sais. Mais ça illustre bien, on est obligé de répéter ou de remettre de l'avant des éléments parce que c'est encore, on apprend encore quelque chose quand je dis que les changements climatiques ont une influence sur la santé, c'est encore de la nouveauté pour une majorité de personnes. Fait que on jongle à travers ces éléments-là. C'est intéressant aussi que les gens n'aient pas pensé à faire plus de liens que ça avant parce que ben, c'est très révélateur de notre conception de l'environnement. C'est quelque chose d'extérieur à nous. Mais même révélateur de notre perception de la santé, qui est très hospitalo-centriste, qui est très centrée sur les médicaments, sur les traitements et la perspective globale, là, je veux dire environnementale, mais l'être humain dans qu'est-ce qui définit sa santé et son bien-être est beaucoup plus large que ce qu'on peut faire en cabinet. Puis, il y a des belles études qui démontrent que dans les facteurs qui déterminent la santé, ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, l'accès au système de santé arrive 10e sur la liste, dans le sens qu'avant, il y a des choses beaucoup plus importantes comme le genre, le sexe, son niveau d'éducation, son niveau de revenu, l'accès à l'alimentation et des facteurs qui sont très environnementaux aussi. Là. Donc, il y a ça aussi à remettre en perspective que l'atteinte de la santé qui devrait être qui a été définie déjà comme un état de bien-être complet et pas juste physique, mais aussi mental. Est plus grand que le système de la santé en tant que tel. Tu nous parlais un peu de tes implications. Je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de c'est quoi l'Association canadienne des médecins pour l'environnement? Avec plaisir. Mais en fait, l'Association canadienne des médecins pour l'environnement existe depuis une trentaine d'années au Canada. C'est une organisation canadienne, donc très anglophone de base. Et on avait quelques médecins au Québec qui s'impliquaient quand même. Puis il y a 3 ans, on a eu un peu la décision on va essayer de se renouveler parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'opportunités. On est quand même chanceux au Québec dans la mesure où on a une population qui est beaucoup plus encline à soutenir les mesures environnementales qu'ailleurs dans le pays. Et on s'est dit, on a un potentiel encore plus grand d'influencer ce qui se passe au Québec pour montrer l'exemple dans d'autres provinces et bâtir une espèce de masse critique. Et on s'est dit, ben pour ça, généralement, ce qui fonctionne mieux au Québec, c'est quand on a un peu le mot Québec dans notre nom. Et on s'est dit, ben on va se reconnaître juste pour se faire une place et vraiment énoncer qu'on est présent et actif au Québec.
on a créé l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, qui en fait juste une branche de l'Association canadienne. Et donc, on a accès, on crée beaucoup plus de matériel en français, parce que c'est la langue dans laquelle on travaille. Puis c'est important pour nous de communiquer directement avec un public, mais depuis 2-3 ans, on a travaillé beaucoup sur notre positionnement stratégique. L'association travaille sur une multitude d'enjeux. Puis moi, ça m'impressionne. À chaque fois qu'on a des rencontres, nos ordres du jour sont hyper longs parce qu'on traite de 1000 enjeux, mais on traite des enjeux des changements climatiques, la formation nécessaire. On intervient régulièrement sur des sujets d'actualité. Par exemple, on va analyser les plans qui sont présentés par le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial, leurs plans environnementaux. On travaille sur la transition verte dans le réseau de la santé. On travaille sur les enjeux énergétiques. On a été très, très, très actifs sur le dossier GNL Québec et sur la fracturation hydraulique en tant que telle. On est beaucoup dans la communication. On travaille sur les pesticides, bref, et sur l'accès à la nature en tant que telle. Donc, on couvre énormément, puis plus qu'on est connu, plus qu'on est sollicité, fait qu'on nous demande souvent des avis, et donc ça vient ponctuer un peu notre travail au quotidien, mais on n'est pas beaucoup d'acteurs dans l'échiquier qui rejoint le climat santé, donc ça fait en sorte qu'on est privilégié, puis on le reconnaît, puis d'autant plus qu'on est une association médicale puis on le sait que les médecins ont une portée, fait qu'on veut faire attention, on veut bien utiliser notre voix aussi parce qu'on est conscient du privilège qu'on a d'avoir cette voix-là puis cette place-là qui nous est accordée. Très cool. Fait que dans le fond, toi, ton rôle en tant que présidente, qu'est-ce que c'est? Des fois, je me pose la question, mais en fait, il y a beaucoup de coordination, d'échanges de communication. On planifie les rencontres, ça va être quoi nos décisions. Il y a beaucoup de révision de mémoire. Fait que, par exemple, on fonctionne beaucoup en disant si y a un sujet qui vous intéresse, ben on va soumettre un avis. Fait qu'il y a beaucoup on révise le mémoire, on soumet le mémoire. Il y a tout le côté politique de la chose. Quand on fait une sortie, on parle à qui, on interpelle quels médias. Donc, moi, j'agis comme porte-parole officielle. On est sollicité pour faire des balados comme ça ou d'autres initiatives de communication, de formation. Fait qu'il y a beaucoup de cet aspect-là. Il y a tout le côté liaison avec l'organisation canadienne sur des enjeux plus fédéraux, puis c'est très organisationnel, là, des décisions budgétaires et tout ça. Fait que puis on organise des événements aussi. Fait que j'ai le pied dans tous ces projets-là. Puis en fait, plus ou moins tout transite par moi pour qu'est-ce qui va sortir de l'organisation en termes de projets, d'avis, de mémoire, de communiqués de presse. Fait que tout est bénévole. On va, dans quelques semaines, en fait, on va avoir une employée pour nous aider au Québec, mais on a très peu l'organisation nationale est soutenue par des employés, mais on a un très petit nombre d'employés. Donc, on a beaucoup d'initiatives personnelles, puis c'est nécessaire. Puis en même temps, ça nous permet... En tout cas, moi je tripe, là, j'aime ça faire ça, fait que ça permet de développer ou de répondre à des tâches auxquelles on ne fait pas comme médecin de base. Là, fait que moi, ça me permet de faire ça, puis j'aime ça, fait que c'est correct. Oui, j'imagine que vous manquez pas de projets ces temps-ci. Je ne sais pas si tu peux nous parler de un de vos projets qui sont en cours présentement. On a un projet, en fait, je vais te parler de GNL parce que c'est pas toujours terminé cette saga-là. Le projet GNL, en petit résumé, c'est l'idée d'extraire du gaz en Alberta, de le transporter en pipeline à travers le Canada, l'Abitibi jusqu'au Saguenay où on construirait une usine de transformation du gaz pour le liquéfier, puis après le transporter dans des marchés internationaux, notamment asiatiques, donc par le transport de gros bateaux. Et on a été interpellés par la question directement parce qu'on a fait une grande revue de littérature pour regarder c'était quoi les impacts sur la santé de la fracturation hydraulique, là, qui est un mécanisme non conventionnel d'extraction de gaz, qui serait utilisé dans le processus de GNL. Là. Et ce qu'on sait, c'est que la fracturation hydraulique en tant que telle a des menaces pour la santé. Les produits utilisés sont très cancérigènes. Puis en fait, l'enjeu, c'est qu'ils sont protégés par des brevets professionnels, mais des produits qui ont été
rendu public. Il y a un haut potentiel cancérigène. Les taux de mortalité chez les travailleurs dans les domaines de la fracturation hydraulique sont 7 fois supérieurs à la moyenne. Ça, c'est des études qui sortent des États-Unis. Puis dans les communautés environnantes, il y a plein de problèmes de santé qui émergent là, de la fracturation hydraulique. Puis en plus de créer une espèce de sentiment où ton environnement immédiat est changé de façon un peu étrange, il y a beaucoup de... ton attachement communautaire est différent. Mm-hmm. Il y avait ces éléments-là pour GNL. Puis après, il y avait toute la question du projet en tant que tel qui va émettre des gaz à effet de serre. Le promoteur veut être carboneutre, mais dans son analyse, il considère juste la carboneutralité de son usine. Il oublie que le transport du gaz, avant et après, peut émettre des émissions de gaz à effet de serre. Puis le gaz utilisé, en fait, émet beaucoup de méthane. Puis c'est des émissions qu'on peut pas difficilement, qu'on peut pas contrôler, là, ce qu'on appelle fugitives. Fait qu'ils sortent un peu de nulle part, on peut pas ça fait partie de la nature du gaz. Puis ces émissions-là, en fait, le méthane est beaucoup plus polluant, un potentiel de réchauffement climatique supérieur là, au gaz, au CO2, là, à la principale particule responsable du réchauffement climatique, mais un potentiel de 80 fois le CO2. Fait que, en plus, le projet va contribuer aux émissions de gaz à effet de serre et donc au changement climatique qui ont des liens à la santé. Fait que nous, on s'est dit, ça n'a pas de sens. Fait qu'on a organisé une tournée où on est allé parler à des gens des communautés en Abitibi puis au Saguenay. On a participé au BAP, on a soumis un mémoire. On a même organisé un BAP 2.0 parce qu'on trouvait que le BAP actuel n'avait pas répondu à nos questions. Fait qu'on s'est mis autour de la table puis on a discuté de ça. Puis le BAP, par sa nature, la loi environnementale d'évaluation d'impact demande au Québec, puis là, vous êtes en droit, vous connaissez mieux que ça que moi, mais il demande qu'il y ait une évaluation complète au niveau des enjeux socio-sanitaires. Et ça a été bâclé dans le BAP de GNL, notamment parce que, c'est tombé un peu en pleine pandémie, mais il y a des réponses qui ont pas été données de la part du ministère de la Santé. Il y a eu une très faible participation des directions de santé publique. Puis il faut les comprendre, ils étaient en train de gérer une pandémie. Mais normalement, tu peux pas considérer un rapport complet au BAP s'il n'y a pas ces éléments-là. Et donc, on a demandé un report, là, donc que le rapport final soit soumis plus tardivement. Là, il était censé sortir en janvier. On l'annonce pour mars, finalement, mais il y a aussi une participation record là, de la communauté. Il y a eu plus de 1200 mémoires, je crois, qui ont été soumis. Donc, je pense que pour analyser tout ça, ça prend un certain temps aussi. Fait on verra ce qui en ressort du rapport, mais c'est certain qu'on va continuer d'être actifs sur ce dossier-là parce que pour nous, c'est un non-sens. C'est pas un pas vers l'avant. Puis, il ne faut pas voir la fracturation hydraulique et ce gaz-là, un gaz d'avenir, là, ce n'est pas un gaz d'avenir, c'est pas une énergie renouvelable. Puis on a le potentiel au Québec d'avoir des énergies renouvelables. On a eu des exemples récents de projets intéressants mis de l'avant dans différentes communautés. Donc je pense que c'est la direction qu'il faut employer. Ça, c'est un exemple de métier, fait qu'on suit l'actualité, on veut maintenir le sujet dans la sphère publique, fait qu'on travaille continuellement là-dessus. C'est très cool de savoir qu'une association comme la vôtre suit ces genres d'enjeux-là, puis qu'il y a un suivi quelconque, parce que des fois, on a juste l'impression qu'il y a des nouvelles qui sortent comme ça, puis que c'est un peu passé de côté. L'AQME et l'ACME semblent justement être très impliqués politiquement. Entre autres, au printemps dernier, vous avez mis en circulation une pétition demandant au gouvernement provincial de consacrer 1% des investissements en infrastructures publiques au verdissement urbain. Comment on organise de telles demandes? En fait, c'est super intéressant parce que, juste pour mettre en contexte un peu, les arbres, puis là, je le dis de façon simplifiée, puis quand on parle d'arbres, on parle de, tu sais, c'est pas juste un arbre, c'est les jardins communautaires, c'est les toits verts, c'est les pistes cyclables, c'est les parcs. Mais l'arbre en tant que tel a un potentiel incroyable parce que ça capte le carbone, ça réduit la chaleur environnante, puis ça rend plein de services écosystémique, mais en plus, pour la santé en tant que telle, on le sait que ça amène des bénéfices, ça encourage l'activité physique, donc ça réduit l'obésité, les risques de diabète, les risques de maladies cardiaques, ça apaise, donc ça diminue souvent, les études démontrent que ça diminue les troubles d'hyperactivité, d'attention, ça diminue l'anxiété, ça amène un sentiment de bien-être et de cohésion dans la communauté, donc il y a plusieurs bénéfices, mais au Québec, on est en déficit, dans les milieux urbains surtout. Dans une ville comme Montréal, on estime
estime que la canopée, donc la surface de la ville qui est couverte par les arbres, est à peu près 20 %, mais pour avoir des bénéfices optimaux, on devrait être dans le 40 %. Et il y a eu peu d'efforts qui ont été faits dans les dernières années pour changer ça, que ce soit à Montréal ou dans d'autres communautés. Et on s'est dit, ben ça serait le temps de relancer, parce que le budget s'en venait au printemps dernier, donc de demander une augmentation du verdissement de façon durable et soutenue. Donc, ce qu'on demandait, c'était l'équivalent de 1 % du budget du ministère de l'Infrastructure, qui est à peu près 170 millions par année. Mais sachant que investir $1 dans un arbre, souvent, tu as un rendement de 3 à 12 %. Donc, tu t'en retires 3 à 12 $ de plus. Fait que finalement, ça ne te coûte pas une pièce. Ça te coûte... Tu gagnes de l'argent. Ouais. Fait qu'on s'est dit, mais il faut donner un coup d'envoi, puis on a commencé à tâter le terrain auprès de certains conseillers attachés politiques, juste pour voir est-ce qu'il y a une réceptivité à la demande. Puis, ce qu'on avait eu comme écho, c'est de dire qu'il faudrait qu'il y ait un sentiment que c'est soutenu par plusieurs personnes. Donc, on a lancé cette pétition-là qui a finalement récolté plus de 1200 signatures de médecins et professionnels de la santé, diverses sphères confondues. Puis on l'a présenté, enfin, on a fait des sorties médiatiques, on avait fait une sortie de presse avec notamment le PDG du CHUM et Jérôme Duprat, qui est un chercheur bien connu, mais aussi bassiste des Cowboys Fringants. Pour dire... Oui, mais il perd cité dans plusieurs articles en environnement. Là. Il travaille pour l'UQO, mais son passe-temps, c'est d'être bassiste pour les Cowboys Fringants. Mais on a fait une sortie justement parce que le média et la politique sont tellement hyper connectés que pour faire de la pression publique, il faut que ça passe par les médias un peu. Et là, en fait, les découlés de ça, c'est que ça n'a pas été inclus complètement dans le budget ni dans le plan pour une économie verte là, qui a été annoncé il y a quelques mois par le gouvernement, par le ministre Charette, là, qui est responsable de l'environnement et de la lutte au changement climatique. Mais il y a quand même eu un rehaussement du budget accordé au verdissement urbain. C'est loin de ce qu'on voulait, mais il y a quand même une direction qui a été prise, puis je pense qu'on a influencé cette direction-là. Et après, nous, on continue à faire les démarches, parce que là, au Québec, il y a une discussion qui s'amorce dans les prochaines semaines sur l'aménagement du territoire. Il y a une ministre qui veut faire une politique nationale d'aménagement du territoire qui est demandée depuis plusieurs années par différents groupes, des urbanistes notamment. Et nous, on veut intégrer cette conversation-là, notamment pour qu'on ait un aménagement du territoire qui soit durable, qui soutienne la santé, mais ça va passer notamment par les infrastructures vertes, là, les arbres, les pistes cyclables, les parcs, les toits verts, les jardins communautaires, tout ce qui fait en sorte qu'on rajoute de la verdure dans nos villes pour ses bénéfices pour la santé. Puis quand on dit ville, ça inclut là, les banlieues, puis les régions, on ne parle pas juste de Montréal. Fait qu'on suit ça, on attend, puis on est aussi en démarche au niveau fédéral aussi, là, avec Santé Canada, pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait dans un niveau plus national, parce qu'on est dans une étape, un moment où les efforts doivent venir de partout. Là. Donc, c'est un petit peu les découlés de ce projet-là. OK. Dans le fond, est-ce que vous collaborez avec des juristes parfois préalablement à vos demandes ou dans vos projets? Tu vois, récemment, en fait, on a contacté le Centre québécois du droit de l'environnement pour avoir un avis, en tout cas, il y a un BAP, il y a un projet à Québec, le projet du port Laurentia, qui est un projet de nature fédérale, donc il n'y a pas un BAP à proprement parler, là, parce que c'est le processus d'évaluation au niveau fédéral, puis le BAP, c'est québécois, fait que c'est pas le même, dépendamment de la juridiction. Mais on a demandé un avis parce qu'on voulait... c'est un peu compliqué. En tout cas, je ne suis pas sûre que moi, le droit, des fois, ça me dépasse un peu. Mais on n'était pas sûr que toutes les étapes avaient été respectées. Puis, il y a un moment où le promoteur a soumis des nouvelles informations. Puis, normalement, dans les processus consultatifs, si tu soumets de nouvelles informations, les citoyens devraient être capables de répondre ou de soumettre d'autres questions. Et donc, le promoteur a le droit à une extension de réponse. Puis, c'était pas clair si l'agence environnementale allait permettre aux citoyens ou aux organisations de commenter là-dessus. Et on a demandé un avis au Centre québécois du droit en disant est-ce que c'est quoi nos recours? Est-ce que c'est correct de faire ça? Puis techniquement, au nom de la loi, la façon que la loi est écrite, de ce que j'ai compris, tu peux pas vraiment le faire. Fait qu'on est en processus en ce moment pour regarder ça va être quoi les prochaines étapes. Est-ce qu'on demande l'ouverture d'un autre processus
de consultation avec les citoyens ou les organisations qui sont des parties prenantes pour s'assurer qu'on puisse répondre ou commenter sur les nouvelles informations qui ont été amenées par le promoteur. Fait que ça arrive des fois, mais on pourrait faire plus. Puis je pense qu'il y a des belles avancées juridiques. Là, je pense notamment à la France qui a déclaré inconstitutionnelle, je crois, l'inaction climatique. Ouais, j'ai vu ça passer il y a comme quelques semaines, je pense. Oui, puis dans quelques jours, là, en fait, la semaine du 22 février, là, en fait, la semaine prochaine, Enjeux et Environnement Jeunesse, qui est un groupe québécois, porte en appel, à la Cour d'appel, leur recours juridique là, sur l'inaction collective. Et on n'est pas impliqué directement dans ces processus judiciaires-là, mais c'est quelque chose qu'on suit quand même. Puis il y a quand même eu, dans les dernières semaines, au niveau international, des décisions juridiques intéressantes. Notamment à Londres, en Angleterre, ils ont reconnu la pollution atmosphérique comme étant le responsable d'un décès d'une fillette de 7 ans qui avait de l'asthme. Et donc, ça ouvre quand même la porte à différentes mesures juridiques pour comprendre à quel point l'environnement peut être délétère pour la santé. Puis récemment aussi, je ne sais plus dans quel pays, mais je crois que c'est en Europe, je pense que c'est en France en fait, ils ont reconnu la pollution comme étant une source, une raison raisonnable d'accepter un réfugié. Donc, c'est pas un réfugié climatique, mais on a reconnu que si on renvoyait la personne qui avait un asthme sévère, difficilement contrôlable dans son pays d'origine, qui était hautement pollué, c'était une atteinte à sa santé et donc à sa vie, et donc il devait rester, je crois, en France. C'était la première fois qu'on reconnaissait ce type de menace-là. D'habitude, c'est atteinte à la vie pour, par exemple, orientation sexuelle ou décision politique, mais ça, c'était une raison de santé environnementale. Donc, à suivre, mais ça commence quand même à bouger un petit peu partout sur la scène internationale. Tu es une des instigatrices de l'initiative La planète en santé. Oui. Peux-tu rapidement nous parler de ce que c'est, en fait? Oui, bien en fait, c'est super. Ça a été super le fun à faire. En fait, au printemps dernier, donc en 2019, la pandémie, c'est comme une année un peu floue dans ma tête. Fait que 2019, il y avait toute la création du mouvement environnemental, ou bien pas la création du mouvement, mais il y avait un build-up qui se faisait avec La planète s'invite au Parlement, La planète s'invite à l'université. Dans le cadre des Journées de la Terre, en fait, on s'est fait contacter par les organisateurs en disant, bien, seriez-vous prêts à faire une sortie pour appuyer les démarches publiques? Puis on s'est dit, bien, pourquoi pas? Fait on a fait une sortie médiatique en avril 2019 qui a été incroyable parce qu'on avait un budget de 0$. On a fait une conférence de presse. On a été couvert dans toutes les nouvelles, téléjournal, TVA, on était dans le métro. Et en fait, ce qu'on avait déclaré, c'était code bleu pour la planète. Le code bleu, c'est ce qu'on crie à l'hôpital quand quelqu'un est en train de mourir et qu'on a besoin d'aide. Et en fait, on était un groupe d'à peu près une vingtaine d'organisations en santé du Québec qui appuyaient certaines demandes pour aller stimuler un petit peu le ministre. On a eu une réponse de sa part, le ministre de l'Environnement, mais bon, c'était une réponse assez politique, mais finalement, on s'est dit, après cette réussite-là, on s'est dit, bien, il faut pérenniser ça parce qu'encore une fois, la sphère environnementale santé au Québec, il y a plusieurs groupes qui commencent à s'y intéresser, mais il n'y a pas de coordination, puis on veut s'assurer qu'il y ait une communication. Donc, après quelques mois de réflexion, on a finalement dit on va appeler ça La planète s'invite en santé, un peu en référent à La planète s'invite au Parlement, La planète s'invite à l'université. Puis là, aujourd'hui, moi, je ne suis plus impliquée dans la gestion en tant que telle parce que ça a été repris par des collègues qui ont repris le flambeau de façon incroyable, puis ils sont en train de monter un peu une confédération, de fédérer un peu tout ça pour s'assurer que les efforts soient alignés et ça va être de façon... Le travail va être très axé au niveau de ce qui doit être fait dans le réseau de la santé pour la lutte au changement climatique parce que le réseau de la santé est responsable au Canada d'à peu près 5% de nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui est quand même considérable. Il y a énormément de déchets, il y a beaucoup à faire au niveau de la gestion des matières et de l'énergie en tant que telle, l'efficacité énergétique. Puis il y a toute une réflexion à avoir sur comment on peut avoir des soins de santé qui sont plus durables tout en mobilisant le personnel de la santé dans la lutte au changement climatique.
Et donc, c'est ce qui est en cours de création, puis avec La planète s'invite en santé. Donc, certainement, on va en réentendre parler dans les prochains temps, ça c'est assuré, sur différentes formes. Mais il y a une organisation qui est en cours dans le domaine de la santé, avec plusieurs acteurs importants quand même. À suivre, donc. À suivre, oui, à Mais, suivre. mais tu sais, tu disais justement, en 2019, il y a eu beaucoup de... Moi, je pense à 2019, puis je me disais, tu sais, il y avait les marches, Ouais. il y a eu quand même beaucoup de projets, de soulèvements et tout. Est-ce que tu penses que, mettons, la pandémie, c'est comme prendre un pas en arrière, je sais pas, tu sais, c'est comme mettre un peu de côté toute Oui et cette... non. Je pense qu'au début, les groupes environnementaux ont eu beaucoup de misère à savoir ils étaient rendus où leur position. Tu sais, ça a coupé complètement l'élan. En 2020 était censé être l'année de l'environnement. Ouais, c'est L'ONU ça. l'avait déclaré. On était censé avoir une grosse... c'était 5 ans post-Paris, là, plus ou moins, un peu avant. Mais enfin, oui, c'est ça. C'est censé être 5 ans après l'accord de Paris. Puis il était censé avoir plusieurs célébrations. Puis les pays étaient censés soumettre leurs engagements, leurs contributions nationales. Ça a été un peu perdu finalement, tout ça, parce que la pandémie est arrivée. Mais je pense que rapidement, on a recentralisé les messages, puis on s'est dit, ben oui, nos modes de vie ont changé, il y a eu des décisions, mais on a été capable aussi de voir que collectivement, si on voulait faire quelque chose, on pouvait. Si on voulait arrêter l'économie pour quelque chose, on était capable de le faire. Je pense pas qu'on est du même... on n'a pas besoin, je ne vais pas dire de la même intensité, mais dans l'intensité dans un court laps de temps pour les changements climatiques, on a clairement besoin de mesures aussi fortes, échelonnées sur plusieurs temps. Puis je pense que la pandémie nous offre une opportunité d'apprentissage de comment gérer une crise, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, puis aussi dire, ben, après crise, si on réinvestit dans l'économie, comment on va le faire. Puis je pense qu'il y a un discours qui a réussi à s'imposer de façon assez exceptionnelle dans les derniers mois, puis c'est celui de la relance verte et la relance juste de différentes façons. Et ça, je pense que c'est une façon pour les différents groupes environnementaux, mais nous aussi, à l'Association canadienne, on a émis un rapport avec 25 recommandations pour le gouvernement fédéral sur comment relancer l'économie pour que ce soit une économie, que ce soit une relance qui priorise la santé des gens dans un contexte de pression environnementale. Et je pense que ça, c'est ce qui émerge de la pandémie, c'est de dire, ben, vous avez peut-être coupé une coupe de manifs, mais nous, on va vous suivre pour s'assurer que les décisions qui vont être prises dans les prochains temps soient respectueuses, parce que c'est peut-être la seule opportunité qu'on a de réellement investir autant pour l'environnement. Parce que là, on parle d'investissement inégalé depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est énorme en termes de potentiel ce que les pays peuvent faire. Puis là, on remarque un petit peu partout en Europe, au Canada, ça a quand même été intégré dans le discours politique. Je ne dis pas que le Canada est parfait, ou non, loin de là, mais Justin Trudeau a quand même parlé de relance verte. Ça fait son chemin. Fait après, comment ça va s'opérer, ça va être à nous de s'assurer que le gouvernement fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Mais ça reste que ce discours-là a réussi à s'imposer. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à protéger puis à suivre. Très cool. Merci beaucoup. C'est clairement... En tout cas, moi, j'inscris ça à suivre dans mon pour terminer, est-ce que tu aurais une proposition de livres, de documents, de documentaires, films sur le sujet ou pour c'est ça, continuer à creuser dans ce qu'on peut apprendre dans le croisement entre santé et environnement et... Il y a très peu de livres. J'en garde un à côté de nous, mais de moi, mais il est super épais et super dense. Fait que je pense que c'est la question, c'est de rester à l'affût, surtout dans l'actualité, et de voir ce qui ressort. Il y a quand même certains journalistes qui vont parler de ces enjeux-là de façon un peu plus régulière, mais il y a des groupes qui existent à l'échelle internationale, dont le Global Climate and Health Alliance, qui travaille sur l'intersection de changement climatique santé. Il y a certaines figures publiques de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui le font beaucoup. Je pense à une docteure espagnole qui s'appelle Marianne Nera, qui est exceptionnelle, c'est une perle, mais qui discute beaucoup de ça. Donc, moi, il y a un livre sur les changements climatiques qui ne touche pas vraiment à la santé, mais que j'aime beaucoup, puis ça s'appelle Le droit d'avoir froid, The Right to be Cold, de Sheila Watts-Cloutier, qui est une activiste inuit du nord du Canada, qui en fait retrace son parcours, puis
elle dénonce, en fait, elle demande le droit d'avoir froid chez elle parce que c'est son territoire, qui je trouve un témoignage quand même assez puissant. Puis elle a travaillé beaucoup au niveau international, donc elle raconte un peu toutes ces histoires. Mais je suis encore à chercher un livre exceptionnel sur les changements climatiques et la santé qui est accessible parce que ce qu'on a, c'est beaucoup de revues de littérature. Tu sais, ceux qui aiment la science en tant que telle, la Bible un petit peu en ce moment, c'est une organisation qui s'appelle The Lancet Countdown, qui est en français le compte à rebours, mais qui est vraiment le consortium de recherche le plus cité là, sur les changements climatiques et la santé. Puis sur leur site web, tu peux jouer avec leurs données. Là. Fait que tu peux, par exemple, regarder l'impact sur la transmission de maladies à travers les années dans certains pays. Fait ils rendent ça, je dirais, relativement accessible parce qu'il faut quand même avoir un background, je pense, un peu, ou être formé peut-être de façon universitaire pour vraiment saisir ou profiter pleinement. C'est pas aussi accessible, c'est pas vulgarisé autant que d'autres sources, mais ça fait partie des ressources qui existent. J'ai pas de film en tête. Faudrait que je me penche sur la question. Mais je pense que globalement, de savoir que le changement climatique influence la santé, puis d'adopter un petit peu cette lentille-là quand on lit une nouvelle sur les changements climatiques. De garder en tête, d'essayer d'analyser soi-même comment ça influence notre santé. C'est un exercice qui est intéressant, je crois, à faire. Merci beaucoup pour ton temps, Claudel, avec nous. Merci. Merci à vous deux. Super intéressant. Merci pour votre écoute. On remercie également l'équipe du Comité du droit de l'environnement pour la recherche. Merci à Claudel pour son temps. On se revoit bientôt au prochain épisode.